Oui, bonjour à tous et toutes. Merci de votre présence à ce webinaire aujourd'hui. Donc, on va attendre une petite minute ou deux que les gens arrivent. Et puis, en attendant, je vais lancer une question que je vais genre, relancer tout à l'heure de toute façon. Mais une petite question à répondre au début. On va reposer la même question à la fin pour voir s'il y a eu un changement. Donc, je lance ça dans une petite seconde. Ça devrait apparaître à votre écran. On a le temps là, de faire une petite réponse. Alors, parfaitement, je voudrais remercier là, les présentateurs aujourd'hui, Anne-Josée Lacaire de QuébecNet Positif, Dominique Gendron ici d'Adel Service Conseil et Philippe Cyr de chez Gurit. Je me présente aussi, Félix Randreau-Lebel, je suis chargé de projet chez Adel Service Conseil. Et puis, dans le fond, je suis responsable de la plateforme Espace BV qui présente l'événement aujourd'hui avec, bien sûr, Adair, qui est la compagnie qui gère ce projet-là aussi. Parfait. Donc, je crois qu'on a quand même pas mal nos participants aujourd'hui. Donc, je vais commencer par vous présenter quelques petits éléments. Donc, vous voyez, j'ai envoyé le sondage. Donc, je vais juste le rappeler ici sur une échelle de 1 à 5. Comment évaluerez-vous votre capacité à identifier des actions de réduction des GES dans votre entreprise? Si on va pouvoir afficher les résultats. Donc, parfait. Donc, pour le moment, on a 55% des gens qui ont dit qu'ils étaient au niveau 3, être capable d'identifier, d'évaluer vos capacités à identifier. Et puis, 33% qui sont plutôt vers 4. Et puis, quelques personnes, 2 ou 3 personnes qui sont très bien capables de les identifier. Alors, ça nous donne un petit niveau là, des participants en ce moment. Donc, on va continuer ici. Alors, merci d'avoir répondu. Puis on va vous poser la même question à la fin. Donc, plan de la présentation aujourd'hui. Donc, on va commencer par la présentation de la PME en transition. Donc, vraiment présenter le projet, présenter Québec Net Positif. Ensuite, on va parler de quand agir, quels sont les moments de vérité. Et puis, comment agir aussi au niveau des exemples de mise en œuvre. Comment ça s'est passé? En fait, on va avoir un témoignage de Gurit. Et puis, on va avoir une période de questions à la fin qui débordera peut-être un petit peu là, de l'heure de dîner si jamais on a plus de questions, tout ça. Donc, et pour ceux qui peuvent. Alors, ici, je vais passer la balle tout de suite à Anne-Josée qui va nous parler de PME en transition et de QuébecNet. Merci beaucoup, Félix. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Donc, on est réunis avec Adair dans le cadre de l'initiative PME en transition de Québec Net Positif. Québec Net Positif, nous sommes une organisation à but non lucratif. Notre raison d'être, c'est d'accélérer la transition vers une économie sobre en carbone. Puis, on est vraiment engagé à naviguer vers une transition économique éclairée. C'est pourquoi on met de l'avant des initiatives de recherche-action collaborative. Félix, si tu veux peut-être passer à la diapo suivante. Donc, vers une transition économique éclairée, nous avons recueilli beaucoup de données et d'informations que je vais partager avec vous aujourd'hui. Puis, si on peut être réunis ensemble aujourd'hui, c'est grâce au soutien financier de PME en transition, donc nos collaborateurs principaux. La diapo suivante, le gouvernement du Canada, la Banque Laurentienne. Je ne sais pas, moi, ce que je vois, Non, c'est oui, écrit Asus Zenbook. Oui, c'est mon fond d'écran. Je m'excuse, j'ai appuyé sur une mauvaise touche, évidemment. Alors, c'est ça. Ça ne sera pas bien long. Alors, allons-y. Voilà, désolé. Donc, les partenaires financiers de PME en transition qui nous permettent de se rencontrer ici aujourd'hui, le gouvernement du Canada, la Banque Laurentienne. On fait ce travail-là au profit du groupe consultatif pour la carboneutralité du Canada, donc la diapo suivante, et en collaboration avec de nombreux partenaires. Voilà, Adair qui nous accueille ici aujourd'hui, Futur Simple Chemin de Transition, ainsi que d'autres collaborateurs sectoriels et régionaux. Donc, sur ce, je te repasse la parole, Félix, pour que tu puisses nous présenter Adair.
Oui, merci Anne-Josée. Donc, Ada Service Conseil, en fait, c'est une entreprise d'économie sociale, une OBNL qui a presque 15 ans. Et puis, dans le fond, on accompagne surtout toutes sortes d'organisations, mais beaucoup les PME dans leur transition vers une plus grande sensibilité environnementale et puis poser des actions. Donc, on va jusque dans la mise en œuvre là, pour vraiment avoir des résultats concrets en termes d'amélioration. Et puis, on essaie d'offrir un service le plus clé en main possible, donc d'un diagnostic jusqu'à la mise en œuvre. Et puis, on a fait plus de 400 mandats, je dirais même, on est plus proche de 500 mandats là, qui ont été réalisés. Donc, vous avez une belle petite photo d'équipe qui est par ici, une équipe qui a changé un petit peu depuis, mais qui ressemble encore pas mal à ça. Et puis, c'est ça, comme j'avais expliqué tantôt, hein, dans Service Conseil, un de ses projets, de ses activités, c'est Espace DD, c'est le portail des entreprises éco-responsables. Donc, c'est vraiment une plateforme sur laquelle on trouve des ressources, des outils, puis des événements comme celui d'aujourd'hui. Alors, si ça vous intéresse, allez voir espacedd.ca pour plus d'informations ou contactez-moi sans problème. Alors, je repasse la balle ici à Anne-Josée pour qu'elle continue sa présentation. Merci beaucoup, Félix. Donc, à ce moment-ci, je vais faire une brève introduction, environ 7 minutes, 8 minutes, pour vous parler des moments de vérité. Donc, on l'a vu, là, 3,5 sur 5, j'ai noté le score, là, votre capacité à déterminer quelles actions climatiques on peut mettre en œuvre dans notre entreprise. Mais grâce au baromètre de la transition des entreprises, on mesure quelles actions climatiques sont mises en œuvre dans les entreprises manufacturières du Québec. Et ce que je voulais porter à votre attention, c'est qu'on a réalisé qu'il y a des moments de vérité qui se présentent dans notre entreprise tous les jours. Et non seulement ça permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais ça permet aussi d'être plus compétitif. Donc, je vais vous présenter quelques-uns de ces moments de vérité-là. Et le premier, on va parler des investissements matériels. Donc, je vais vous donner l'exemple ici de Café William. Café William, une entreprise du Québec ici, qui, au moment de remplacer leur grand torréfacteur à café, ont pris une décision. Donc, un torréfacteur à café, partout dans le monde, ça fonctionne avec une énergie qui est généralement du gaz, qui est très émettrice de gaz à effet de serre, qui est sujette à un prix carbone, mais également, donc, il peut augmenter les coûts au fil du temps. L'équipe de Café William ont décidé de faire concevoir le premier torréfacteur au monde qui fonctionne à l'hydroélectricité. Donc, au moment de remplacer leur torréfacteur, ils ont pris une décision, ils ont choisi de faire un choix d'équipement qui va consommer une énergie qui, ici au Québec, est renouvelable. Donc, ça va permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ce moment-là où on fait l'acquisition d'un nouvel équipement, on n'a pas toujours besoin d'innover, d'être les premiers au monde à avoir un équipement électrique, mais quand on remplace un équipement, c'est le moment où on doit se demander quelle sorte d'énergie va consommer mon nouvel équipement? Est-ce que ça émet plus ou moins de gaz à effet de serre que le précédent? Et c'est une question qu'on demande dans le cadre de notre baromètre de transition des entreprises. Donc, vous, dans votre entreprise, lorsque vous avez à remplacer un équipement, est-ce que vous considérez la consommation d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre? Donc, je vous pose la question, puis on va demander à Félix de nous donner la réponse. Donc, dans les entreprises manufacturières du Québec, diapo suivante, 57 des entreprises manufacturières considèrent l'énergie, les émissions de gaz à effet de serre au moment d'acheter un équipement. Donc, est-ce que vous faites partie des près de 60 d'entreprises manufacturières qui intègrent ces notions-là dans leur décision de remplacement d'équipement ou non? On peut le voir ici comparativement à l'ensemble des entreprises du Québec. Les entreprises manufacturières sont plus susceptibles de considérer la consommation d'énergie au moment d'acheter un équipement. Toutefois, ce qu'il faut retenir aussi, puis on va aller à la diapositive suivante tout de suite, c'est que même si c'est quelque chose qui est considéré la consommation d'énergie, pour la plupart des entreprises, même si elles le considèrent, ce n'est pas un facteur déterminant. Puis là, on va avoir deux petits clics de souris, Félix. Ce qu'on réalise, c'est que c'est un facteur déterminant dans 20 des cas des entreprises. Donc, encore aujourd'hui, même si on est en transition, même si on sait que l'énergie, elle est limitée et qu'elle va coûter de plus en plus cher, 80 des achats d'équipements qui se font dans nos entreprises manufacturières, dans le processus décisionnel, on ne considère pas la consommation d'énergie ni les émissions de gaz à effet de serre.
Ça nous préoccupe parce que pour se placer sur une trajectoire de transition qui est plausible, il faut saisir les moments de vérité qui nous permettent de faire les bons choix au fur et à mesure de nos opérations. Et quand on choisit de remplacer un équipement, c'en est un moment de vérité à ne pas oublier de saisir. Le deuxième moment de vérité que je tenais à porter à votre attention, c'est quand on investit en innovation puis en recherche et développement. Ici, on a l'entreprise manufacturière Madvac qui est située à Longueuil. Dans leur processus d'innovation, de recherche et développement, ils ont commencé il y a plusieurs années déjà à développer des solutions qui vont permettre d'être davantage bas carbone pour leurs clients. Ici, on voit le balai de rue. Non seulement ça permet d'éviter de consommer des énergies fossiles, un balai de rue électrique, mais aussi c'est moins bruyant. Ça permet d'avoir une communauté qui est plus en quiétude. Donc, ça répond à divers besoins de leur clientèle. Si vous investissez en recherche et en innovation, c'est important de se demander quelle proportion de nos investissements vont générer des solutions bas carbone. Dans les entreprises manufacturières en ce moment, c'est 27 des 26 excusez-moi, là, des investissements qui vont au moins en partie viser à générer des solutions bas carbone ou des solutions d'adaptation au changement climatique. Donc, encore une fois, si aujourd'hui, on investit en recherche et développement et que ça ne permettra pas de générer des solutions bas carbone, ça veut dire qu'on est plus ou moins sur une trajectoire de transition qui est propice puisque nos nouveaux produits ne vont encore pas être alignés bas carbone. Donc, c'est important de se demander dans notre pipeline d'innovation, est-ce qu'on est en train de développer des solutions qui vont nous permettre d'offrir des produits à nos clients qui vont les aider à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, puis être alignés là, vers une économie bas carbone qui s'accélère autour de nous. Finalement, je vais revenir sur l'exemple de Café William parce qu'il y a beaucoup de moments de vérité, il y en a des dizaines qui se présentent, mais il y en a en particulier dans la chaîne de valeur, puis même dans l'ensemble du modèle d'affaires. Donc, Café William, l'entreprise, elle a été rachetée par une équipe de repreneurs. Et au moment de la reprise, la nouvelle équipe de direction ont décidé de faire basculer le modèle d'affaires vers un modèle d'affaires bas carbone. Ils ont regardé tout ce qui se passait dans l'entreprise, donc les emballages des produits, les matières qui étaient rejetées en fin de vie. Ils ont trouvé des nouvelles avenues commerciales pour ces avenues-là. Entre autres, là, les capsules de café sont utilisées dans des économies circulaires pour faire un engrais. Tous les poches de jute qui étaient reçues sont réutilisées, envoyées vers des sœurs qui les utilisent pour emballer des petits arbres. Ils font un commerce équitable, donc ils parlent à leurs fournisseurs tout au long de la chaîne de valeur. Ils ont des relations très fortes avec les fournisseurs sur le terrain. Ils ont travaillé sur des certifications de commerce équitable, de B Corp et sur le transport, qui était une importante source d'émissions. En plus de ce qui se passait dans l'usine, ils ont même commencé à transporter là, certaines cafés avec un voilier pour éviter les émissions de gaz à effet de serre. Donc, dans l'ensemble de la chaîne de valeur, dans l'ensemble du modèle d'affaires, quand on se met à regarder, il y a beaucoup d'occasions, beaucoup de décisions qu'on prend tous les jours, des moments de vérité où on peut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ici, il y a un indicateur que je portais à votre attention en terminant, c'est l'indicateur de la productivité énergétique. C'est quelque chose qui est très, très, très important. Ah, oui, excusez-moi, je vais juste faire le point sur les données. Ici, vas-y, Félix, si tu veux cliquer 2 fois. Donc, dans les entreprises manufacturières du Québec, 7 des entreprises nous disent collaborer avec leurs fournisseurs et 26 nous disent collaborer avec leurs clients. Donc, l'exemple de Café William que je viens de vous donner, c'est quand même un exemple qui se démarque parmi le peu d'entreprises manufacturières qui travaillent déjà avec leurs fournisseurs et avec leurs clients pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. J'espère que vous en faites partie et on a très hâte de voir les prochaines éditions des baromètres manufacturiers parce qu'à l'heure actuelle, si on compare à l'ensemble des entreprises, les entreprises manufacturières travaillent beaucoup moins avec leurs fournisseurs que l'ensemble des entreprises du Québec, où on est à 16 d'entreprises qui travaillent avec leurs fournisseurs. Donc, surtout, on va passer à la productivité énergétique. C'est un indicateur clé de performance qui est très important. C'est corrélé avec les émissions de gaz à effet de serre. Et on l'a vu dans l'exemple de Café William, dans l'exemple de Madvac. Tous ces exemples-là de réduction de gaz à effet de serre sont reliés à une réduction de consommation des énergies fossiles. Donc, qu'est-ce que c'est la productivité énergétique? C'est quelle sorte d'énergie entre dans mon entreprise?
quelle valeur économique je crée. Et la valeur économique créée sur le nombre d'unités d'énergie consommées, c'est la productivité énergétique. Et cet indicateur-là est très important. Ça permet d'allier ensemble toutes les notions de transition énergétique, décarbonation, performance économique. La compétitivité de votre entreprise, elle est traduite là-dedans. Parce que si vous pouvez créer plus de valeur avec moins d'énergie, ça veut dire que vous êtes en position d'être plus compétitif. Et voilà, je veux peut-être passer à la dernière diapo que je vais porter à votre attention. L'indicateur de productivité énergétique fait dorénavant partie des indicateurs de l'innovation durable, donc le tableau de bord de l'innovation du Conseil de l'innovation du Québec. Et je vous ai mis les statistiques, là. On tire vraiment de l'arrière au Canada et au Québec sur notre productivité énergétique. Beaucoup de gains à faire qui se traduisent par des gains financiers, mais aussi par un bon positionnement de votre entreprise pour l'économie bas carbone. Donc, mon message ce matin, c'était de dire qu'il y a beaucoup, ce midi plutôt, beaucoup de moments de vérité à saisir qui se présentent tous les jours. On peut aller plus loin. On peut vraiment intégrer ça dans notre culture organisationnelle. On a beaucoup d'informations à votre disposition. Ma collègue Catherine va mettre le lien là, dans le chat, dans le rapport du baromètre. Beaucoup d'autres données sur ce qui se passe dans les entreprises manufacturières du Québec. Et maintenant, je vais passer la parole à Ada, qui, eux, vont vous parler un peu des processus d'amélioration continue, comment on peut venir intégrer l'action climatique dans notre quotidien, dans nos opérations d'entreprise. Puis sur ça, je passe la parole à Dominique. Oui, bon, bonjour. Je vais prendre contrôle. Effectivement, là, moi, ce que je veux faire avec vous pour les prochains 12 minutes, c'est regarder du point de vue des entreprises manufacturières spécialement, quelles sont les sources d'émissions les plus grandes qu'on va typiquement retrouver dans ce secteur-là, puis quelles sont les actions typiques qu'on va plus souvent voir. Fait que c'est comme un petit résumé des actions les plus couramment vues, parce que évidemment, on n'a pas le temps de passer ça devant avec tous les exemples qui pourraient qui pourraient s'appliquer. Donc, avant d'aller dans le détail, j'aime ça faire un pas de recul pour vous parler un peu faire un survol de la démarche en général en GES, normalement, pour les entreprises et les organismes, c'est de commencer par le diagnostic qui est l'inventaire GES, ou le bilan des gaz à effet de serre. Donc, c'est là qu'on va aller regarder, faire dresser le portrait de, bon, c'est quoi vos activités qui émettent le plus d'émissions. Une fois qu'on a ces informations-là, ben là, on peut faire la planification, donc faire le plan d'action pour la réduction de ces sources d'émissions-là. Va souvent s'accompagner du plan d'action des cibles de réduction. Donc, on peut se donner un objectif ou plusieurs objectifs sur une échelle de temps, sur des sources d'émissions ciblées. Donc, tout ça ensemble fait partie de la planification de la stratégie. Puis une fois qu'on a identifié les actions qu'on veut mettre en place, ben la troisième phase, la mise en œuvre, en fait, c'est la phase d'action. C'est là qu'on va mettre en place les actions qu'on a sélectionnées. Donc, les sources d'émissions dominantes dans le secteur manufacturier, euh, il y a plusieurs sources d'émissions, mais on relève principalement souvent la production des matières premières, donc tout ce qui est associé au cycle de vie. Le transport des matières, que ce soit les matières premières, justement, donc au niveau de l'approvisionnement, mais ça peut aussi être la distribution de nos produits qu'on vend si nos clients sont à une bonne distance. Puis, un autre qu'on va assez généralement trouver dans quasiment toutes les industries aussi, ben, c'est la gestion du bâtiment. Généralement, va être associé à la consommation de gaz naturel. La majorité des usines chauffent encore au gaz naturel. Ça peut aussi être impliqué dans les procédés pour certaines entreprises. Évidemment, ben, à parallèle à ça, il y a aussi l'électricité qui est consommée en grande quantité, souvent chez les manufacturiers. Sinon, ben, une mention spéciale à d'autres sources d'émissions qu'on va souvent inclure dans les inventaires, la gestion des matières résiduelles, le déplacement des employés pour se rendre au travail et dans le cadre du travail, donc les déplacements d'affaires. Comme j'ai mentionné, certains procédés, dans certains cas, ça dépend vraiment de la nature de l'entreprise, mais ça peut devenir une source d'émissions dominante également. Donc, on va adresser ces trois sources principales-là, une à la fois. Donc, commençons par les matières premières.
Donc, on parlait des émissions de cycle de vie. C'est quoi? Ben là, ça part du début à l'extraction de la matière première qu'on va acheter. Fait que si on achète, disons, un produit simple, des barres ou des plaques d'acier, ben, il va y avoir une extraction de la matière première qui va être faite, puis il va y avoir un transport, une transformation, parfois il va y avoir un autre transport, puis une seconde transformation avant d'avoir le produit qu'on achète. Donc, il y a vraiment une grande chaîne où beaucoup d'énergie est consommée pour concevoir le produit qu'on achète. Puis dans chacune de ces étapes-là, il y a des émissions de gaz à effet de serre qui sont produites. Puis, ben, ça, c'est pour un produit simple. Ensuite de ça, ben, on peut acheter des produits plus complexes comme des équipements électroniques. La chaîne devient vraiment immense. Donc, c'est pas étonnant que pour la quantité de matière qu'on achète, il y a beaucoup d'émissions. Puis, les entreprises manufacturières achètent des quantités, des milliers de tonnes de matière parfois par année. Donc, ça devient vraiment important comme source d'émissions. Donc, comment on fait pour adresser cette source d'émission-là? On donne des exemples d'actions de réduction. Donc, la première qu'on pourrait envisager serait la substitution de la matière. Donc, vraiment au niveau de la conception, on peut parler ici d'éco-conception. Donc, est-ce qu'on peut, notre matière première qui est utilisée dans notre produit, est-ce qu'on peut la changer pour une autre matière qui va avoir une empreinte carbone moindre? Puis, on peut ajouter à ça, au niveau de la conception, plein d'autres concepts comme assurer la durabilité ou la réparabilité de nos produits, des exemples comme ça. Sinon, si c'est peut-être un peu difficile, des fois notre client va nous imposer, tu sais, la matière. En fait, ça arrive assez souvent. Donc, ce qu'on peut faire, sinon, ben, c'est aller voir si on peut prendre une matière d'origine recyclée. Parce que un même produit, si on pense à du plastique ou du métal en général, si on le prend de nature qui est recyclée, donc de second usage, son facteur d'émission pour la même quantité va être souvent vraiment moins élevé. Ça peut être on voit parfois des ordres de grandeur de comme 10 fois moins élevé quand on prend une matière recyclée versus la matière neuve. Donc, l'impact peut vraiment être important. Puis, non seulement acheter de la matière recyclée à un fournisseur quelconque, on peut aussi essayer de faire du remploi à l'interne ou opter peut-être principalement pour l'économie, prioritairement pour l'économie circulaire, donc essayer de voir avec des partenaires plus locaux dans d'autres entreprises dans la région si on peut faire affaire avec eux pour s'échanger des matières. Puis, ben, si c'est pas possible d'utiliser la matière recyclée, ou ce qu'on peut aussi faire en parallèle, c'est aller essayer de voir pour un fournisseur avec une empreinte moindre. Donc, pour la même matière exactement, est-ce qu'on a la possibilité d'aller vers un fournisseur qui va nous le faire plus avec un moindre empreinte carbone? Ça peut simplement être que le fournisseur est situé dans une région du monde où l'électricité est générée de matière plus verte, plus renouvelable. Donc, ça peut déjà avoir un impact ou ça peut être les pratiques plus spécifiques du fournisseur qui vont impacter. Puis, pour arriver à faire ça, souvent, ça passe par aller chercher des données spécifiques de notre fournisseur. Donc, c'est d'aller questionner nos fournisseurs potentiels et ceux qu'on utilise déjà. Est-ce qu'ils ont fait, eux, des empreintes carbone de leurs produits? Est-ce qu'ils ont évalué leur GES? Donc, si on est capable d'aller chercher ces données spécifiques-là, ben là, on a l'information nécessaire pour faire un bon choix. Je rajouterais à ça peut-être un genre de bonus. Autre chose qu'on pourrait considérer, c'est réduire, donc minimiser les pertes de production lors des opérations, minimiser l'utilisation de matière dans la conception. C'est déjà quelque chose généralement qui est fait par tous pour des raisons économiques. Donc, parfois, les entreprises ils sont déjà assez optimisées à ce niveau-là, donc il y a moins de gains à faire, de nouveaux gains à faire à cet endroit-là. Mais ça reste probablement une des affaires les plus importantes à faire, c'est de réduire à la source la quantité qu'on consomme. Ensuite de ça, on passe à la prochaine source d'émission, le transport des matières premières. Donc, ben, des matières pas seulement premières, oui, l'approvisionnement, mais aussi la distribution des produits. Donc, ça peut être en camion, train, bateau. Donc, on voit que tous ces déplacements-là requièrent une très grande quantité d'énergie. Donc, évidemment, il y a des gaz à effet de serre associés à ça et rares ceux qui s'en échappent. Euh, des exemples d'actions pour réduire ça au niveau des moyens de transport, c'est de favoriser les transports qui ont un moindre empreinte pour le même travail. Donc, le train et le bateau sont vraiment ben, presque ex aequo, mais les meilleurs moyens de transport pour la matière.
Souvent, le camion peut être substitué par le train quand on a des grandes distances à parcourir, surtout en Amérique du Nord. Donc, quand ça vient de Vancouver, le train est très facile à utiliser ou pour distribution ou approvisionnement aux États-Unis à des endroits qui sont plutôt éloignés. Donc, si on peut substituer le camion par le train, on peut réduire de plusieurs fois le facteur d'émission là, pour le même quantité de matière et la même distance. Donc, en deuxième, le camion pour les transports terrestres, puis bien évidemment, l'avion à proscrire autant que possible, vraiment en dernier recours. On comprend que parfois, le camion est plus intéressant pour sa flexibilité, sa rapidité. Le train peut apporter plus de délai, mais avec une bonne planification, ça peut vraiment être, selon moi, l'action qui a le plus grand impact sur le transport de vos matières au niveau des gaz à effet de serre. Sinon, ce qu'on peut faire d'autre, ben, c'est tout ce qui est logistique, donc l'optimisation des trajets. Assurer de faire des commandes groupées, donc assurer que les camions sont bien pleins lorsqu'ils s'en vont vers des clients, par exemple, ou la mutualisation, c'est-à-dire il y a certains mouvements récemment de tenter de se regrouper entre entreprises pour mutualiser nos transports, pour enfin économiser monétairement et les GES. Puis aussi, on peut parler des fournisseurs ou des produits locaux, donc simplement de choisir des fournisseurs ou des matières qui sont plus locales. Donc, évidemment, ça réduit la distance lorsque possible. Puis, on rajoute à ça, encore une fois, une espèce de side, l'éco-conduite. Donc, si vous êtes, c'est plus rare, mais si vous êtes propriétaire du transport vous-même, vous pouvez former vos conducteurs à l'éco-conduite, donc conduire de façon plus verte. Puis l'électrification, c'est évidemment un moyen extrêmement efficace de couper dans les gaz à effet de serre pour le transport lorsque c'est possible, mais on sait généralement que ça implique des coûts plus élevés ou peut-être que l'accessibilité chez les fournisseurs n'est juste pas, c'est juste pas offert ou disponible. Puis finalement, la troisième source d'émission que je voulais aborder avec vous, c'est tout ce qui a trait à la gestion du bâtiment ou essentiellement la consommation d'énergie que va faire votre usine ou vos bâtiments. Les exemples d'action pour réduire, élimination d'abord des combustibles fossiles. Donc, comme je l'ai mentionné, la majorité des usines sont encore chauffées avec du gaz naturel. Parfois, des procédés utilisent des gaz naturels. Et ben, le fait de convertir la façon dont on produit l'électricité vers l'électricité, l'énergie vers l'électricité, ben, au Québec, évidemment, l'électricité est super propre. Donc, c'est hyper efficace comme mesure. Tantôt, je fais un lien un peu à ce qu'Anne-Josée parlait tantôt au niveau des moments de vérité. Des fois, j'ai des clients qui viennent nous voir pour réduire, mais ils ont installé un système de chauffage au gaz naturel. V'là 2 ans, flambant neuf, ben là, c'est comme de leur dire de le convertir vers un système électrique. C'est un peu dommage parce que ils ont un système neuf qui va durer je ne sais pas combien de décennies. Donc, le timing, parfois, de saisir l'opportunité lors d'une transition, comme on expliquait, ça peut vraiment être crucial dans certains cas. Sinon, ben, le contrôle, hein, c'est aussi niaiseux que ça puisse paraître. Il y a plusieurs, encore aujourd'hui, qui n'ont pas de thermostat programmable, qui n'ont pas de contrôle sur leur climatisation ou chauffage des espaces, ou qui ne vont pas, en fait, s'assurer de réduire peut-être le chauffage lorsque l'usine n'est pas utilisée. Donc, de vraiment essayer d'avoir un bon contrôle, puis de réduire le chauffage, par exemple, l'hiver, lorsque c'est fermé, lorsqu'il n'y a personne qui est là, ça peut vraiment apporter des gains qui sont finalement gratuits, tu sais, parce que le système n'est pas si dispendieux à installer, puis après ça, ben, on va sauver sur l'énergie et sur l'argent. Puis ensuite, une autre option qui peut être intéressante dans certains cas, c'est le zonage. Donc, de s'assurer de réduire le volume qui est chauffé ou conditionné en général, parce que spécialement dans les usines, on a des plafonds qui sont extrêmement hauts. Donc, on a des grands volumes à chauffer, puis on a des espaces parfois qui sont d'entreposage avec des grandes étagères, avec de la matière qui reste là, mais pas nécessairement de travailleurs qui sont là en permanence. On peut avoir des garages pour des véhicules. Donc, on ne veut pas nécessairement chauffer tous ces endroits-là. On peut essayer de zoner les espaces en créant des séparations physiques. Ça peut être par exemple des rideaux en latte de vinyle qui permettent le passage des lifts, des chariots élévateurs, mais qui bloquent quand même la circulation de l'air. Évidemment, au niveau de la gestion du bâtiment, ben, il y a vraiment plein de choses qui peuvent être considérées.
comme action en plus de tout ça, l'étanchéité. Donc, surtout dans les vieux bâtiments, on peut avoir parfois des cracks au niveau des portes qui sont mal fermées. Donc, l'étanchéité, c'est vraiment important. On peut ajouter à ça l'isolation. Donc, si on a des vitres, des fenêtres qui ont de la buée dedans l'hiver, c'est un indicateur que probablement il y a beaucoup d'énergie qui sort par là. L'efficacité, ça peut être vraiment l'efficacité de vos procédés, de vos machines, évidemment, au niveau du chauffage. Donc, d'utiliser par exemple une thermopompe, un système qui est plus efficace qu'un autre peut permettre de faire des gains, évidemment. Les bonnes pratiques. Donc, s'assurer d'avoir des bonnes habitudes de gestion de notre énergie. Un exemple typique, c'est les portes de garage qui restent ouvertes un peu pour rien, qu'on ne se dépêche pas de les refermer à tout moment. Ben, c'est un énorme trou pour toute perte de la chaleur ou la climatisation. Donc, faire vraiment attention à ça, de nos bonnes habitudes. On pourrait parler de ventilateurs au plafond pour faire circuler la chaleur parce que surtout au niveau du chauffage, dans les plafonds hauts, ben, toute la chaleur se ramasse dans le plafond. Faire circuler, ça permet de ramener le chauffage au bon endroit où sont les personnes qui travaillent. Donc, on vient d'éviter la demande en chauffage à ce moment-là aussi. Le plancher chauffant, c'est une autre façon de chauffer localement où les travailleurs sont. Donc, on évite encore une fois de chauffer les endroits qu'on ne veut pas. Et il y a plein d'autres exemples qu'on pourrait nommer, mais ça fait quand même déjà beaucoup d'idées de mentionner. Donc, ça fait le tour des 3 sources d'émissions qu'on voulait parler. En dernier, je voulais juste faire un petit récapitulatif. En fait, c'est plutôt un constat que peu importe c'est quoi la source d'émission, peu importe c'est quoi le travail, il y a comme 3 grands principes qui reviennent souvent. Donc, de réduire à la source, réduire la consommation de matière, d'énergie, c'est toujours extrêmement efficace, puis ça amène souvent des gains, des réductions au niveau des coûts également. Ensuite de ça, l'efficacité qui peut être fait en parallèle, donc faire plus avec moins. Puis, sinon, bon, on a souvent aussi la substitution, donc passer du gaz naturel à l'électricité, passer d'une matière vierge à recycler ou moins, à impact moindre. Donc, ces grands concepts-là reviennent souvent. Puis, puis au niveau du bilan de gaz à effet de serre, ben, c'est vraiment puis le plan d'action qu'on joint à ça, c'est vraiment un accompagnement constant, tu sais, qu'on va essayer de s'améliorer la situation actuelle, mais s'ajoute à ça les moments de vérité, comme on a mentionné tantôt, qui sont les opportunités qui se présentent dans le temps, qui ne sont pas nécessairement capturées lors d'un bilan de gaz à effet de serre, mais plutôt dans les décisions courantes lorsqu'il y a des nouvelles choses qui sont installées ou des changements qui sont faits dans l'entreprise. Il faut savoir saisir ces opportunités-là. Donc, ça fait le tour de ce que je voulais vous présenter. Je passe donc le contrôle à Félix et la parole à Philippe pour la présentation qui suit. Bon, ben bonjour, je me présente. Mon nom est Philippe Cyr. Je suis ingénieur en amélioration continue et environnement chez Gurit depuis à peu près 2020. Toutefois, je travaille pour l'entreprise depuis 18 ans, donc j'ai occupé diverses fonctions. Si je vous présente rapidement un peu l'entreprise, on est situé dans le parc industriel à Magog depuis environ 2001. On compte environ à peu près une centaine d'employés. Le siège social se situe en Suisse. Et puis, on a à peu près 2000 environ employés mondiaux. Tu peux changer la diapositive, s'il te plaît? Exact. Ici à Magog, ce qu'on fait, on a 3 produits principaux qu'on fait. C'est la mousse commerciale porte le nom de Corcel. On a le Corcel M, Corcel I, Corcel S. C'est des mousses structurelles très bonne propriété mécanique et très légères aussi qui est principalement le Corcel M, c'est la mousse pour le marché marin. Le Corcel I, c'est pour la mousse tout usage deck de bateau. Et on a aussi le mousse Corcel S qui est de haut de gamme pour les sous-marins. La prochaine diapositive, c'est pour un peu expliquer un peu nos 5 piliers aussi en développement durable. Donc, on a santé et sécurité d'abord, environnement, responsabilité sociale, bonne gouvernance, performance économique. Si on s'attarde un peu plus à l'environnement, bon, il y a la neutralité climatique, le cycle de vie, mais aussi la gestion l'utilisation des ressources.
Donc, le recyclage, les déchets, l'eau, mais aussi l'énergie que je vais vous parler. Donc, on peut aller à la prochaine diapositive. En passant, ben, on a participé à la première cohorte carbone avec ADER en 2021. Et puis, lors de notre bilan d'inventaire de GES, ben, pour la catégorie 1, là, qui est les combustibles fossiles, la combustion de gaz naturel représente à peu près 85% de nos GES. D'où, quand on est parti de là, on a fait un audit d'efficacité énergétique. Donc, notre consommation de gaz naturel est d'environ à peu près 2,2 mètres cubes par année. On voit ici un peu la distribution de consommation de gaz naturel, la pointe de tarte. Elle se divise principalement en 3 catégories, là, si on exclut le vieillissement, mûrissement, chauffage. Là. On a les fours d'expansion, qui est un peu comme des fours, on va dire, à cuisson. On a le RTO, qui est un épurateur d'air. Le R, c'est pour Regenerative Thermal Oxidizer. Et puis, on a la ventilation. Ben, RTO, c'est l'épurateur d'air. C'est, dans le fond, ça fait partie de notre certificat d'autorisation. Donc, tous nos composés organiques volatiles sont dirigés vers un épurateur d'air et brûlés avec le gaz naturel. C'est un requis. Et on a aussi toute la ventilation. Donc, il faut faire des changements d'air dans nos secteurs chimiques. Donc, il faut apporter de l'air frais à nos secteurs chimiques. Donc, il faut chauffer cet air-là ou la déshumidifier. Donc, c'est aussi la consommation de gaz naturel. Donc, je vais expliquer rapidement quelques actions clés qu'on a fait pour nos 3 principaux points de tarte. Suite, on a terminé l'audit en 2023, énergétique. On a créé aussi un comité énergie en début d'année 2024. Ce que vous voyez, les petits compteurs, c'est qu'on a acheté 3 compteurs qu'on a installés, qu'on est en train de justement de roder aussi là, pour avoir des KPI en temps réel notre consommation de gaz naturel, parce que présentement, tout ce qu'on a, c'est notre facturation mensuelle, mais on ne peut rien faire avec une fois qu'on l'a reçu, il est comme un peu trop tard. Là. Mais avec ça, on va avoir des lectures en temps réel. Sinon, pour nos 3 gros générateurs là, de consommateurs de gaz naturel, notre RTO, notre épurateur d'air, ben, on a fait un audit aussi avec le fabricant de l'équipement. Un bon premier pas, s'assurer que l'équipement est en ordre. On achète aussi 2 nouvelles sondes de température là, pour mesurer l'efficacité de la charge des COV en temps réel, savoir on veut acquérir un peu de données pour savoir y a-t-il un niveau qu'on brûle plus de gaz naturel que de COV? Qu'est-ce qui est plus nuisible pour l'environnement? C'est-tu plus de brûler les COV ou on brûle plus de gaz naturel? Fait que c'est un peu avoir de données aussi à l'interne. Côté four expansion, on fait le mesurage de débit de toutes les fours, l'étalonnage, s'assurer que leurs consommations sont plus standards. Et côté ventilation, on va se reposer des questions pour redémarrer notre système de récupération de chaleur. Sinon, la prochaine diapositive, c'est un peu nos 4 grands projets qu'on a listés, là, c'est les fours d'expansion, les dépoussiéreurs, le système de récupération d'énergie de chaleur, le RTO. On a évalué un peu aussi l'économie de gaz potentielle par année, ainsi que l'économie en GES. Un peu les montants d'investissement à mettre dessus. Ça, c'est sans subvention. Et le niveau de risque aussi, de vert, c'est très peu de risque. À rouge, comme exemple, amélioration du RTO. Quand ça touche le certificat d'autorisation, quand ça touche des démarches un peu plus avec le ministère de l'Environnement, ça, il faut être quand même assez consciencieux. Là. On ne peut pas, y aller contre l'environnement. Sinon aussi, pour chacun des grands projets, on a un plan détaillé là, disponible qu'on a aussi rédigé avec notre comité énergie. La prochaine diapositive, c'est un peu juste pour dire que comme toute entreprise, on a des objectifs en développement durable, donc l'électricité, les déchets, l'eau, mais on a aussi le combustible fossile qui nous intéresse. Fait qu'on devrait être en mesure d'atteindre des objectifs qui sont réalisables cette année. Juste pour vous dire aussi en parallèle qu'on suit aussi l'exemple, le mètre cube de gaz naturel consommé par kilogramme vendu aussi, parce que
pas nécessairement que tu as consommé moins que tu t'es amélioré, ça dépend aussi de ton volume de production. Là, fait que ça aussi, on garde ça à l'œil. La prochaine diapositive est quand même intéressante, là, c'est l'aide financière. Je vais juste attendre qu'elle soit présente. Encore la mauvaise touche. C'est pas grave. Dans le fond, là, c'est avec le programme Éco-Performance. Dans ce cas-là, ici, notre exemple, c'est qu'on y était avec Transition énergétique Québec, mais c'est le programme Éco-Performance. On a réussi à obtenir 2 subventions. Je trouve que ça vaut la peine d'en discuter, surtout avec des entreprises un peu comme nous qui débutent la démarche. Ça peut être très intéressant. C'est un petit peu trop loin, je vais revenir. Oui, c'est bon. On a une première subvention qui est le système de gestion d'énergie et une deuxième qui est plus phase analysée. Donc, on a jusqu'à peu près fin 2026. Système de gestion de l'énergie, ça inclut l'achat, l'installation de programmation de 3 débitmètres de gaz naturel, service clé en main. Mise en place de tableau de bord KPI et plus le dépannage, là, tout ça. L'achat de 2 sondes de température RTO, comme je vous ai expliqué. Le support technique aussi au comité d'énergie, comme nous, on fait affaire avec un entrepreneur externe qui nous accompagne, qui s'appelle Planeco. Je ne dis pas de prendre nécessairement Planeco, mais c'est un exemple. Plus aussi, ce qui est intéressant, c'est tous nos entrepreneurs externes là, qui travaillent soit en ventilation, frigoriste. On peut les inviter à notre table de comité d'énergie et leur temps de collaboration est inclus dans l'aide financière, ainsi que le temps inclus de moi et certains collègues qui travaillent vraiment de premier niveau dans le projet. Fait que ça, c'est intéressant. C'est une aide financière qui peut aller à 75%. La deuxième, qui est plus la phase analysée, qui était super important, transition énergétique, il ne faut pas mêler les deux. La phase analysée, c'est vraiment pour chacun des projets, si on veut aller voir combien ça va aller coûter, plus ou moins, on va dire, plus de 10%, plus pour aller vers l'exécution des travaux. C'est une autre subvention. Donc, nous, on a l'intention de caractériser aussi des évacuateurs qui vont vers le RTO, voir s'il y a la possibilité de diminuer un peu leur charge. Fait que c'est 2 subventions je trouve que c'est important de mentionner. Ça peut faire un changement dans la direction, dans la décision. Prochaine slide. C'est un exemple de décision de notre comité d'énergie. Je vois ici, exemple, c'est durant les arrêts. Dans le fond, c'est que la gestion d'énergie n'était pas intégrée lors de la planification des arrêts annuels. Exemple, cet été, durant les 2 semaines de construction, dans le passé, on arrêtait l'usine, mais c'était à peu près ça. Maintenant, on s'est penché puis on a fait des actions pour réduire l'énergie durant ces 2 semaines d'arrêt-là. Donc, côté des RTO, des poussiéreurs, on a climatisé un petit peu plus l'usine pour lui donner la charge suffisante aux refroidisseurs vu qu'il n'y avait pas de demande de chaleur de cette période-là. On a arrêté les de laboratoire et c'est sûr qu'on s'est assuré il y avait produits chimiques qui traînaient un peu à l'intérieur. Mais tout ça pour dire que juste en discutant entre nous puis en mettant des petites actions simples, on a été chercher peut-être 28 000 mètres cubes de gaz naturel économisé, puis un 33 000 kilowatts pour à peu près 13-14 000 d'économie. La prochaine slide. C'est un autre exemple avec notre comité d'énergie, c'est la calibration des fours d'expansion qu'on voit comme image de fond. C'est qu'on en a plusieurs, on en a une bonne dizaine. Un opérateur nous indique que le four d'expansion numéro 7 est beaucoup plus long à monter en température. Fait que là, on a apporté ça au comité, puis on a pris action, on a été mesurer les débits de chacun des fours. Puis effectivement, on s'est aperçu que ce four en question, numéro 7, il y avait 1000 CFM à peu près de trop de débit. Donc, il y avait une perte d'efficacité énergétique. Donc, qui était due finalement, on a réparé, je pense, des volets. Donc, tout simplement, en faisant cette réparation-là, on a sauvé à peu près 70 000 mètres cubes de gaz naturel par année pour à peu près une économie de 28 000 Donc, il n'y avait pas de risque à faire ce changement-là, même ça va améliorer la qualité du produit en ayant des fours un peu plus standards.
Et puis, ça a pris seulement de la ressource interne pour réparer les volets. Fait que c'est un exemple très simple qu'on a mis en place. Sinon, pour la prochaine diapositive, les difficultés rencontrées dans la démarche, là, soit décarbonation ou développement durable. Là. Dans notre cas, ben, on avait peu d'expérience à l'interne. Par où commencer? Comment faire débuter à tourner la roue? C'est pas facile. Aussi, ben, comment choisir les experts? Il y en a plusieurs qui vont cogner à vos portes, mais comment les choisir, tout ça? Fait que, une des suggestions que je vous recommande, c'est de contacter en premier vos entrepreneurs externes actuels. C'est-à-dire, vous avez vos employés, peut-être plus département maintenance qui connaît bien votre milieu, votre entreprise. Mais contactez aussi votre entrepreneur externe actuel parce que les autres, ils ont quand même une autre vision, il y a quand même l'expertise, les connaissances, vraiment les pratiques, les bonnes pratiques reliées à vos réalités. C'est des actions qu'ils vont prendre, qui vont perdurer dans le temps aussi. Et puis, ça va les contaminer de la bonne façon. Si tu les rencontres, tu leur parles, ça se peut que sa prochaine visite dans un mois ou deux, il va dire, ah, finalement, j'ai pensé sur le toit de l'usine, tu as une unité qui ne sert pas, qui pourrait nous aider pour telle affaire. Fait que ça contamine positivement. Fait que commencez par vos entrepreneurs aussi externes actuels avant d'aller vraiment vers des entrepreneurs externes qui connaissent très peu votre usine. Côté approbation, on a aussi un peu de difficulté. C'est comment faire rayonner les projets versus les autres départements. Dans le fond, ça vient un peu avec le marché économique. Si, mettons, l'entreprise a un budget limité, tu sais, qui est calculé, exemple, tu as 1 $ à investir. Pourquoi l'investir en santé et sécurité, en R&D, en production, en automatisation ou en développement durable? Fait que c'est un petit peu un combat à l'interne. Fait que dans le fond, ben, ce que je suggère, c'est de calculer le retour sur investissement et bénéfices. C'est le point commun de tous les projets, que ce soit santé, sécurité, production, automatisation, c'est de ramener sur le retour et investissement. Et aussi, c'est très important, c'est de trouver des sources de financement disponibles. Pour nous, ça a changé carrément la vision. Un projet qui est un retour sur investissement, oui, c'est important le développement durable, mais on ne se cache pas, une entreprise, le but, c'est pour faire des profits à court terme. Certaines entreprises sont un peu plus serrées dans leur budget. Le fait d'avoir des projets qui sont des retours d'investissement à 3-4 ans, mais qu'avec des investissements reviennent à 1 an ou 2, ça change complètement la vision. Ça fait que vous avez des subventions, des sources de financement disponibles. Difficulté aussi, marché économique, ben, c'est sûr que maintenir la profitabilité de l'usine, s'adapter au volume de vente, restructuration de notre personnel, l'adéquation des ressources limitées. Donc, ce que je suggère, c'est d'obtenir l'engagement de la direction. Si vous êtes seul ou vous êtes juste 2 collègues à vouloir, il faut vraiment que la direction, le directeur de site, ses directeurs à lui, s'engagent. Et aussi de gérer les attentes. Si on réduit le personnel, ben, ça peut réduire aussi certains délais des projets. Il faut que ça soit cohérent. Sinon, la dernière diapositive, les types de communication de notre démarche à nos employés. Ben, tout d'abord, on a comme un Gurit Sustainability Newsletter. C'est comme une infolettre côté environnement durable qu'on envoie aussi à tous nos employés. Si je vais vers la droite, on a des projets efficacité énergétique suivis par la direction. Donc, exemple, ce projet-là est aussi suivi, serré qu'un autre projet, exemple, en automatisation, qui fait partie maintenant je veux dire, le développement durable ou la décarbonisation fait partie du plan d'affaires de l'entreprise. On a fait aussi un projet d'envergure avec l'Université de Sherbrooke. On a sensibilisé les employés je dirais, à l'environnement en général. On a fait un événement sur l'heure du midi à la cafétéria avec l'animation, les étudiantes, avec un quiz, pour faire connaître un peu nos projets qui étaient en cours. On a toujours notre comité d'énergie qu'on est toujours les mêmes, puis on inclut un opérateur ou un employé au moment opportun lorsque ça le concerne plus son secteur.
On a une télégurite aussi à la cafétéria qu'on passe l'information. Et aussi, on a une rencontre d'employés à peu près trimestrielle où est-ce qu'on va venir prendre le temps d'expliquer en exemple un projet en développement durable ou décarbonisation, son état d'avancement. Fait que ça fait partie vraiment pour améliorer la culture de l'entreprise. Ça met fin un peu à ma présentation. Merci beaucoup, Philippe. Super intéressant, très concret. Alors, bravo pour tous les efforts que vous faites là, jusqu'à maintenant. C'est toujours intéressant d'entendre parler de ça. Pour la suite des choses, en fait, comme tel qu'annoncé au départ, je vais relancer le petit sondage qui vous demande sur une échelle de 1 à 5, comment vous évaluez votre capacité à identifier des actions de réduction de GES dans votre entreprise. Alors, je le laisse un peu ouvert le temps que vous regardiez ça. Et puis, en attendant, je peux aussi vous parler de la prochaine activité qu'il y aura sur l'espace DD. Donc, ça sera en fait après-demain, donc le 26. C'est une activité qui est destinée surtout aux organismes municipaux. On va parler du plan climat. Comment démystifier tout ça, par où commencer, des trucs pour le succès, des incontournables qu'on doit, qu'on doit traiter à travers une démarche de plan climat. Donc, il y aura notre collègue ici, Catherine Gaulin, qui va présenter avec François Lafortune, un expert conseil en GES et changement climatique. Et puis, sinon, je crois qu'on serait pas mal rendu à la période de questions. Et puis, je vous invite aussi, en scannant le code QR qui est ici, à répondre à un court sondage d'appréciation de l'événement. Alors, je vais à ce moment-ci tout simplement je vous donner le contrôle de vos micros, de vos caméras. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole, poser des questions. Vous pouvez passer aussi vos questions dans le chat. On pourra modérer ça également. Et puis, j'aimerais remercier tous nos intervenants de leur présentation aujourd'hui. C'était vraiment super intéressant. Et puis, c'est ça, je vous donne la parole sur les questions que vous auriez pour Anne-Josée, pour Philippe, pour Dominique. Déjà, c'est sûr que tout marche ici. Alors, je ne sais pas si parmi nos intervenants, quelqu'un voudrait ajouter quelque chose par rapport à des données statistiques ou bien à des réalités de terrain, des réalités de consultants. Donc, n'hésitez pas aussi à compléter l'événement. On a Anne-Josée, demain. Parfait, oui, Anne-Josée. Oui, ce que je voulais souligner, c'est que quand on regarde la moyenne des entreprises manufacturières au Québec, elles mettent en œuvre 30 des actions climatiques qui sont connues et souhaitables pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Beaucoup de ces actions-là peuvent permettre de sauver des coûts aussi. Puis ce qui explique davantage de mise en œuvre, c'est quand les entreprises comptent sur de l'expertise à l'interne ou à l'externe. Donc, j'ai beaucoup aimé, je voulais souligner, Philippe, dans ce que tu as présenté, à l'interne, vous avez mobilisé une équipe, créé un comité, allez voir vos consultants, vos entrepreneurs actuels avec qui vous faites affaire, puis expliquer que vous êtes soucieux de votre consommation d'énergie, puis vous cherchez de l'aide. Tellement un bon pas en avant, puis aller chercher l'expertise d'ADER pour aller faire un bilan, faire un inventaire, comprendre où sont nos émissions de gaz à effet de serre, puis à partir de ce moment-là, de réaliser que 85 des émissions chez vous étaient liées avec la consommation du gaz. Déjà, ça l'aide vraiment à orienter les efforts aux bons endroits. Donc, bravo. Puis à toutes les entreprises manufacturières, n'hésitez pas à aller chercher cette expertise-là. Parce que quand les entreprises font affaire avec des experts, bien là, elles mettent en œuvre 6 sur 10 des actions climatiques qui sont connues et souhaitables. Donc, vraiment, compter sur de l'expertise, c'est un premier pas super important. Merci beaucoup, Anne-Josée. Moi, je voudrais vous inviter aussi au second événement qui aura lieu là, début octobre. C'est
le 9 octobre, en fait, il y a les ateliers pour la biodiversité. Ils vont venir nous parler du lien entre la biodiversité et les entreprises. Donc, essayer de voir un peu comment ces identités-là sont liées, dans le fond, de plusieurs manières. Donc, ça sera probablement assez interactif aussi avec David Roy. Ça va être intéressant de voir cet aspect-là aussi, peut-être pour nous aider aussi à voir euh, quelles sont les choses à protéger justement dans la nature en faisant des mesures d'atténuation au changement climatique ou réduction de consommation d'eau, etc. Donc, c'est intéressant de savoir un peu qu'est-ce qu'il y a à protéger. C'est une motivation supplémentaire pour nous lancer dans l'action et convaincre peut-être d'autres personnes aussi avec qui on travaille de s'embarquer là-dedans. Donc, c'est un argumentaire supplémentaire, je pense, à ajouter en tant qu'agent de développement durable dans notre organisation. Alors, je ne sais pas si un ou Mais trois moi, j'aurais voudrait peut-être une question ajouter pour quelque chose. Philippe Oui, pendant qu'on a la chance de l'avoir avec nous. parfait. Philippe, tu disais que la mobilisation de votre équipe de direction, c'est un facteur déterminant. On le voit dans nos baromètres quand les équipes de direction sont engagées, il y a davantage de mise en œuvre. Est-ce que tu as des conseils à donner sur comment mobiliser, par exemple, une équipe de direction? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que ça a été facile chez vous? Voilà. C'est une bonne question. Est-ce que ça a été facile? Ben, premièrement, on est quand même chanceux. Le corporatif qui est en Europe, peut-être l'Europe a une longueur d'avance sur l'Amérique du Nord, peut-être en général. La consigne était quand même assez claire. Par contre, du côté ici, c'était un petit peu plus difficile. Comme tu dis, on a quand même un portefeuille à gérer, puis tu dois choisir où va aller ton dollar. Ça s'est amélioré, je pourrais te dire. Ça n'a pas été facile, mais de plus en plus, en ayant des actions concrètes, en allant chercher de l'expertise, comme les consultants actuels externes qui disent oui, ça aurait du sens. Ah, là, on dirait que l'équipe interne, l'équipe maintenance est beaucoup plus sensibilisée. Puis si l'équipe interne est sensibilisée, ben, le comité de direction, il écoute un peu plus. Les sources de financement aussi, ça a été un changement aussi majeur parce que veut pas, le retour sur l'investissement côté monétaire, côté économique est pas le même, là. Fait que je te dirais, ben, c'est peut-être à bien y penser, c'est le facteur aide financière qui a aidé beaucoup, là. Parfait. Merci pour le partage. Il y en a beaucoup des programmes financiers de disponibles. Ça aussi, les experts peuvent vous orienter. Vos fournisseurs d'énergie, Hydro-Québec, Énergie, peuvent aussi vous orienter vers des programmes. Donc, il y a beaucoup de façons d'aller chercher. Chez ADA, je suis certaine aussi que vous connaissez bien les programmes. Je ne sais pas si tu vas en parler, Dominique, mais vous pouvez offrir cette expertise-là pour aider. Oui, tout à fait. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va mettre fin à l'événement tout simplement. Vous remercier à nouveau de votre participation et puis on va vous envoyer un courriel avec quelques informations supplémentaires pour continuer là, un peu à parler ici de ce qu'on va faire dans le secteur manufacturier pour réduire ses émissions et faire partie de ce mouvement-là de transition, PME en transition. Alors, je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Merci tout le monde. Merci. Merci, bonne fin de journée. Merci. Là, qu'on fasse un Je petit vais faire un début. petit début. Je vais le repartir. Le recording, il roule encore. T'es encore là? Pour, Je roule le micro maintenant. Excellent. Je pense que j'avais pas le choix pour mettre fin à l'enregistrement démarrer. Bon, ben, je vais l'arrêter ici. Mais merci encore. Puis merci, Dominique. C'était vraiment super pertinent.